Blockbuster. Jusqu'ici, ça va. Frédéric Sigrist. 31 ans après la Troisième Guerre mondiale, AD 2019, Neo Tokyo. Double rotor céramique, 2 roues motrices. Putain, cet engin a même l'ABS et un système électronique. Envie de la conduire, Tetsuo? Cette moto a été conçue pour moi. C'est trop pour un morveux comme toi. Cette moto te concasserait comme une vulgaire olive, mon vieux. Je pourrais la conduire. Ne me fais pas rire. Va d'abord apprendre sur un tricycle. Si en 1982, le manga Akira s'ouvre sur une explosion nucléaire en plein cœur de Tokyo, la publication du manga lui-même a fait l'effet d'une bombe dans le milieu de la bande dessinée mondiale. Avec un sens du dessin, du détail et de la mise en scène hallucinant, Katsuhiro Otomo a su créer une œuvre de science-fiction culte aussi influente que Blade Runner ou 2001 l'Odyssée de l'espace. Cyberpunk sous bien des aspects, anarchiste sur d'autres, Akira et le film d'animation qui l'a accompagné sont encore aujourd'hui considérés comme l'élément déclencheur qui a fait découvrir la richesse du manga sur la planète entière. Pour revenir sur ce manga incroyable, j'ai avec moi Philippe Bunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Animeland et co-auteur du livre Un siècle d'animation japonaise publié aux éditions Inis. Effectivement. Avec nous également Mathieu Pinon, bonjour. Bonjour Frédéric. Journaliste spécialisé en pop culture japonaise et co-auteur de Un siècle d'animation japonaise également. Tout à fait. Et enfin, Samuel Kazorowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en cinéma et audiovisuel, spécialisé dans l'animation. Voilà. Ensemble, on parlera de la création d'Akira, en quoi la bande dessinée européenne a influencé Katsuhiro Otomo. On reviendra sur ce que le phénomène Akira a représenté au niveau mondial dans la popularité du manga, en quoi Akira a constitué une œuvre politique profondément anti-système. On parlera de ce film d'animation qui fut une claque monumentale dans l'histoire du dessin animé, et quels sont aujourd'hui les héritiers d'Akira. Allez, Blockbuster épisode 19 saison 4, c'est parti. Si vous pouvez synthétiser ce truc d'Akira, pouvez-vous m'assurer que nous serons capables de la contrôler cette fois? Eh bien, mais Les gens ont la mémoire courte. Je sais, mais si nous rassemblons d'autres informations en utilisant nos nouveaux sensors, et si nous effectuons des analyses en assistance informatique, alors croyez-moi, colonel, on peut s'en sortir. J'ai l'impression qu'on ferait mieux de ne pas toucher à cette force. Colonel, nous ne pouvons plus reculer. Akira. Akira, c'est donc un monument de la culture manga, un monument de l'animation. Mais Akira, Philippe Bunel, ça vient d'où? Alors, à la base, Katsuhiro Otomo, c'est un mangaka qui a commencé dans les années 70 et il a fait peu à peu des one-shots, donc des petites histoires en manga qui étaient principalement axées sur la science-fiction. Vous pouvez même dire que ça sera lié à Métal Hurlant qu'on connaissait en France. Et d'ailleurs, justement, l'un des premiers mangas qui est sorti en France, c'est les Humanoïdes Associés qui ont sorti ça, et c'était Domu de Katsuhiro Otomo. Et du coup, justement, il a fait des mangas comme Fireball, donc qui est en 2 chapitres seulement. Qui est un petit peu la matrice d'Akira. Exactement, ainsi que Domu, qui aussi présentait des personnages, des enfants avec des pouvoirs psychiques. Et avec aussi des grosses destructions d'infrastructures, avec des détails monumentaux. Et voilà. Et donc, Akira arrive quand l'éditeur Kodansha demande à Katsuhiro Otomo de faire une série pas trop longue à la base, donc en 1982. Et finalement, c'est un carton plein et il s'avère que c'est 10 fois plus long que ce qui était prévu à la base. Alors Katsuhiro Otomo est atypique dans le paysage des mangakas de l'époque parce que ils étaient énormément influencés par le trait d'Osamu Tezuka, un trait beaucoup plus rond et lui a quelque part emmené le manga vers quelque chose de plus adulte, Mathieu Pinon. Oui et non, c'est pour ça que c'est vraiment paradoxal le cas d'Otomo et d'Akira, au sens où dans les années 70, quand Otomo a commencé à dessiner, a émergé un deuxième courant en plus du manga, qui était le Gekiga. Donc le manga, on va considérer ça comme des œuvres tout public, s'adressant à un public qui peut être enfantin, adolescent, là où le Gekiga, c'était quelque chose qui était fait pour les adultes, où on traite de sujets comme le chômage, le divorce, des thèmes très très lourds, qui touchaient tout à fait le prolétariat de l'époque. Il y a eu des grosses révoltes peu de temps auparavant. Et à l'époque, la science-fiction était un genre qui était majoritairement réservé au manga, où c'était vraiment quelque chose qui était considéré pour les enfants.
Et Otomo a prouvé qu'on pouvait faire quelque chose qui touche à la science-fiction, au fantastique, tout en étant dans du polar, dans du complot, alors franchement, dans Akira, il y a de tout. Vraiment, c'est le nombre de couches qu'il peut y avoir d'analyse et de genre mélangés sont là. Mais surtout, c'est de la science-fiction. Et il a prouvé qu'on pouvait faire de la science-fiction pour les adultes, sans tomber dans le trait du Gekiga particulièrement. Et en ça, Akira a vraiment été un déclencheur. Sans Akira, il n'y aurait pas eu de Ghost in the Shell, Pat Labor et je ne sais combien d'autres séries science-fictionnesques et cyberpunk derrière. Philippe, si je peux ajouter autre chose sur le style graphique, justement, on conserve, malgré tous les grands détails qu'il n'y avait pas à l'époque dans le manga, ces formes arrondies des personnages. Donc oui, à l'intérieur, ce sera plus fouillé, il y aura des petites rides qui viendront ici ou là, plus d'expressions faciales, des détails sur les vêtements qui seront très importants. Mais voilà, on est encore dans l'entre-deux avec Otomo, qui quand même modernise le style manga. Alors, depuis le début, j'utilise le terme mangaka. Il faut que je rappelle aux éditeurs que c'est le créateur d'un manga, c'est le dessinateur d'un manga, c'est le dessinateur ou auteur. Auteur, voilà, d'une histoire. Alors, c'est aussi quelqu'un qui est féru de cinéma. C'est quelque chose qu'on ressent en lisant ces mangas. Il y a une scénographie. On est très très proche du storyboard parce que il était fan de cinéma, Butch Cassidy, Easy Rider, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Akira. Il y a un vrai aspect western, science-fiction. 2001, l'Odyssée de l'espace, comme pour beaucoup de créateurs de science-fiction, l'a traumatisé, et ça se voit dans le manga Memories, qui a eu un super film aussi en 1995. Et oui, effectivement, c'est un grand fan de cinéma, parce que sa génération d'avant n'était pas forcément. Et il y a aussi cette dimension un petit peu subversive, parce que dans son parcours, il a vécu dans des endroits où il y avait une contestation du pouvoir en place, le gouvernement n'était pas forcément légitime, et ce côté amour des marginaux, amour des rebelles, c'est complètement Akira. Ouais. Il est né en 1954, il avait donc 14 ans en 1968, voilà, c'était le petit cours de maths du jour. Mais en 1968, il y a eu des grosses émeutes étudiantes au Japon, à Tokyo. Vraiment, limite, nous, à côté, on était gentils en mai 68. Hein, donc ça a vraiment été quelque chose de très très marquant pour lui, adolescent, de voir cette révolte entre les jeunes et le pouvoir en place, sachant que le pouvoir en place n'a pas hésité à faire appel aux Yakuza et donc aux membres de la pègre pour venir renforcer, mettre un peu plus de monde dans les forces, entre guillemets, de l'ordre et taper sur du jeune. Et c'est ce qu'on trouve exactement, vraiment, dans Akira. Et ce qui est très marquant, c'est que Akira commence par l'explosion nucléaire en 1989, qui déclenche, la fin de la Troisième Guerre mondiale, et l'histoire va commencer 30 ans plus tard, en 2019. Et on peut voir exactement tout le processus que le Japon a vécu après la Deuxième Guerre mondiale, sa reconstruction. On retrouve exactement les mêmes phases qui sont racontées après cette explosion, certes fictive, mais dans la diégèse d'Akira. Et donc, ces manifestations étudiantes, cette espèce de rébellion contre le pouvoir, fait partie de l'ADN d'Akira. Et il y a une influence dont on n'a pas encore parlé et qui est évidente et revendiquée par Katsuhiro Otomo, c'est Cocorico, Jean-Giraud, Mobius. Ouais, ça se voit même dans la composition des cadres. Très cinématographique, comme Jean-Giraud faisait. Et ça aussi, c'est quelque chose que Otomo a vraiment propagé dans l'animation après, puisque en 1983, il se lance dans l'animation avec un grand réalisateur qui s'appelle Rintaro pour le film Armageddon. Et puis, progressivement, il va être un peu une sorte de papa de l'animation, où il va rallier beaucoup d'auteurs, d'animateurs, des grands noms, on va en parler bientôt. Ouais, d'accord, voilà. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un qui a une approche cinématographique intense. Toi, Ryu et l'armée, vous ne cessez de parler de ce dénommé Akira. Et maintenant, vous poursuivez Tetsuo. Ça a quelque chose à voir avec son pouvoir ? C'est ça. Mais qui est cet Akira ? Tout ce que je sais, c'est ce que Ryu a dit. Il a dit qu'Akira avait réalisé l'énergie pure. L'énergie pure ? Avant, il y a eu ces hommes qui ont essayé d'exploiter une telle énergie. C'était à la demande du conseil d'administration. Mais ils ont échoué et la destruction de Tokyo a été inévitable. Mais cette énergie, on ne peut pas encore la contrôler. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? La porte est ouverte. Hein ?
C'était un extrait de l'animé Akira, une conversation entre Kaneda et Kei, doublé en français par Mathias Kozlowski et Barbara Tissier pour le personnage de Kei. Alors nous sommes toujours avec les journalistes Philippe Bunel d'Animeland et Mathieu Pinon, journaliste spécialisé. Également avec nous Samuel Kaczorowski, chercheur en cinéma. Et donc revenons aussi sur cet animé justement qui est arrivé très peu de temps après la publication d'Akira le manga et qui a été intégralement réalisé sous l'égide de Katsuhiro Otomo, ce qui est assez rare dans l'animation japonaise de l'époque. Samuel Kaczorowski. Oui, c'est ça. Alors l'animé est sorti en 88, c'est-à-dire avant la fin de l'écriture de l'histoire du manga, et du coup c'est vrai que ce sont deux récits qui prennent des trajectoires différentes à partir de ce moment-là. Et l'originalité de ce film d'animation, c'est que Otomo a voulu en gérer la totalité de l'écriture et de la réalisation. Donc bien sûr il en a écrit l'histoire, même si on dit que la fin aurait été soufflée par Jodorowsky, enfin c'est Jodorowsky lui-même qui dit ça, mais en tout cas... Et un Jodorowsky saoule. Oui, c'est ça en plus, à l'occasion d'une soirée, enfin bon. Et mais en tout cas, il y aurait eu un moment comme ça, une sorte de déblocage au niveau d'une fin impossible, improbable, qu'il fallait précipiter, parce que les problématiques de l'animé sont quand même bien différentes du manga. On peut pas s'étendre comme ça sur une série fleuve, quoi. On a parlé tout à l'heure des possibilités d'extension du manga. C'était au départ prévu pour être un manga court, et puis finalement il s'étire. Sur le manga, alors sur l'animé, le film dure quand même 2 heures, mais 2 heures, il faut quand même ramasser un petit peu le récit. Voilà. Et alors, il y a des techniques d'animation qui étaient véritablement innovantes pour les studios d'animation japonais de l'époque. Notamment, on a d'abord pris la voix des doubleurs et on a synchronisé les dessins sur les dialogues. C'est ça, c'est-à-dire que dans un souci de réalisme, Otomo a demandé à des acteurs de jouer vraiment les personnages, il en a enregistré la voix, et ensuite il a calqué les images sur le jeu d'acteur. Donc il a conservé l'acting, ce qu'on appelle l'acting en animation, c'est-à-dire un mouvement de corps qui accompagne les mots, et ça c'est une vraie nouveauté au Japon, parce que jusque-là, dans l'animé, alors surtout dans l'animé télévisé, mais dans l'animé en général, on préfère pour des raisons techniques utiliser des silhouettes assez figées au moment où elles parlent, et comme ça, on a juste à redessiner sur un jeu de cellulo la bouche ouverte, fermée, et puis c'est ensuite en post-synchronisation qu'on demande aux acteurs de calquer les paroles sur les mouvements de bouche. C'est beaucoup plus facile à filmer, enfin à réaliser, beaucoup moins onéreux, et là il a fait le contraire. Ce qui a supposé en enfilade un arsenal de techniques innovantes pour le Japon, c'est-à-dire le lip sync, la synchronisation labiale, ça je viens d'en parler, mais aussi le déploiement d'une sorte de timecode, c'est-à-dire la notation au 24e de seconde près de chaque image, etc. Et puis même une forme primitive d'une chose qui s'était jamais faite au Japon, qui existait par ailleurs, qu'on appelle l'animatique. Au Japon, encore aujourd'hui, il n'y a pas d'animatique. Mais dans Akira, il y a une animatique. Donc l'animatique, c'est, si vous voulez, c'est le chaînon manquant entre le storyboard et le résultat final. C'est-à-dire que c'est une sorte de storyboard filmé où on chronomètre. À la limite, on anime avec 1 ou 2 images le plan, le cut, pour pouvoir en mesurer le tempo, etc. Donc c'est une opération qui synchronise les images sur un timecode. Et tout ça pour dire en fait que ça a été chronophage à un point absolument incroyable. C'est-à-dire que le nombre de dessins qu'il faut pour une séquence d'animation, ça c'est démultiplié par rapport à l'animation traditionnelle. Et d'autant plus qu'il filme en 70 mm. Oui. Donc ça veut dire beaucoup plus de détails, le double donc. Et il faut savoir aussi que Akira jouit quand même d'un budget record. Donc c'est plus d'1 milliard de yens à l'époque, c'est monstrueux pour un film d'animation japonais. Et il y a un autre point justement sur lequel on peut insister très brièvement, c'est le fait que quand on passe du manga en noir et blanc au dessin animé, on rajoute la couleur. Il y a des travaux qui ont été faits sur la lumière et la couleur qui sont fous. Alors on va tout de suite penser effectivement à la rémanence des feux arrière des motos pendant la scène de poursuite, ce qu'on n'avait encore jamais vu jusqu'ici, et qui a été permis grâce à la méthode qu'a évoqué Samuel juste auparavant, qui a permis d'avoir la précision nécessaire pour avoir un tracé qui suit effectivement directement le parcours de la moto. Mais ne serait-ce que par rapport aux néons qui peuvent éclairer la ville, ils ont inventé une 50aine de couleurs qu'on n'avait encore jamais vues dans l'animation jusqu'ici. C'est dire le degré de perfectionnisme qui est lié à ce film. J'ai tendance à dire, juste pour rebondir, que c'est un film sur la lumière. Chaque plan, il y a une lumière, un flair ou quelque chose qui passe, tout le temps, constamment.
Et il y a aussi cette musique, cette bande-son qui nous accompagne depuis le début de l'émission, qui a été orchestrée par Shoji Yamashiro, et qui tout de suite, dès qu'on l'entend, et convoque tout un tas d'images, parce que dès que la bande-son est sortie, elle a été immédiatement culte, en fait. Parce qu'en fait, Shoji Yamashiro a travaillé avec un collectif qu'il a créé, qui s'appelle le Geino Yamashiro Gumi, et qui réunit une centaine de personnes, et parmi ces personnes, il y en a qui ne sont absolument pas musiciennes. Il va y avoir des informaticiens, il va y avoir... on parle des années 80. Hein, quand on parle d'informaticiens dans les années 80, c'est quelque chose qui était très très rare à l'époque. Et c'est des personnes qui ont commencé justement à essayer de bidouiller un petit peu les sons pour avoir des effets en production qu'on ne savait pas comment obtenir. Donc c'est ça l'intérêt de ce collectif, c'est d'avoir des personnes qui, ne venant pas de la musique de manière académique, peuvent penser en dehors de la boîte, comme on dit. Et donc on a une bande son qui est folle, qui appelle aussi bien les chants tribaux indonésiens que le vent qui souffle entre les immeubles. Ça joue énormément sur les percussions. C'est une musique qui est complètement folle. Il y a un moment, il y a une espèce de rap incantatoire qui est surréaliste et qu'il faut écouter au moins une fois dans sa vie. C'est très très France Inter playlist compatible. Hein. Je vous conseille fortement. Jetez-y une oreille. C'était une volonté d'Otomo d'ailleurs de pas tomber dans le synthé, enfin dans un registre science-fiction déjà connu, rebattu. Et il voulait vraiment être dans la création. Alors il a beaucoup expliqué les déboires techniques qu'il a eu au niveau de l'enregistrement des bandes son qui étaient à mi-chemin entre bruitage, comme vient de le dire Mathieu, et musique un peu plus sophistiquée, un peu plus écrite. Mais en tout cas, il voulait vraiment innover aussi au niveau du son. Ouais. Ça suffit, Tetsuo. Tu veux le tuer ou quoi? T'as tout compris. Je vais répandre ce mec sur toute la rue. Arrête de déconner. Tu commences par voler ma moto et ensuite tu pars avec sans prévenir. Alors calme-toi un peu, d'accord? Et y en a marre! Arrête de me donner des ordres! J'étais inquiet pour toi. J'aurais préféré que vous vous tiriez et que vous me laissiez tranquille. Vous me prenez tous pour un raté. J'aurais très bien pu m'en tirer tout seul. Mais un jour viendra où je vous montrerai ce que je sais faire. N'oubliez pas ce que je vous dis. Une des fameuses colères de Tetsuo, doublée en français par Alexandre Gillet. Donc nous sommes toujours avec les journalistes Philippe Bunel et Mathieu Pinon, et également Samuel Kazorowski, chercheur en cinéma, pour parler d'Akira. Et effectivement, parlons d'Akira, l'histoire, parce qu'on l'a pas encore abordé. Mathieu Pinon, est-ce qu'on peut résumer comme ça, assez rapidement, Akira? Alors, on peut, c'est difficile, mais on peut brièvement. Nous sommes en 2019. La Troisième Guerre mondiale a eu lieu, Tokyo a été rasé par à nouveau une bombe atomique. Donc dans ce Tokyo qui s'est difficilement reconstruit, c'est véritablement la guerre des gangs. Et un soir, pendant que deux gangs de voyous s'affrontent à moto sur le périph', parmi ces gangs, il y a le gang des clowns, et dans l'autre gang, il y a deux petits jeunes, il y a Kaneda et Tetsuo, donc deux têtes brûlées, un peu faux-folles. Ils se bastonnent, et à un moment, ils rencontrent une espèce de gamin rachitique, c'est-à-dire qu'on voit un enfant mais qui a un look de petit, qui ressemble à un petit vieux. Tetsuo se ramasse, et Tetsuo est kidnappé par l'armée qui va faire des expérimentations sur lui, tout comme il a fait des expérimentations sur les autres enfants. Tetsuo devient le numéro 20, enfin c'est le 28e enfant à qui on fait des expérimentations pour développer des pouvoirs psychiques. Le seul problème, c'est que comme Tetsuo est un jeune rebelle, il est camé jusqu'aux oreilles, et par conséquent le mélange entre les deux va développer des pouvoirs que personne ne peut plus contrôler. Et Tetsuo part en recherche d'Akira, puisque Akira est donc un des enfants qui a été fait, un des fruits de cette expérience, qui est celui à cause de qui on a dû déclencher la fameuse bombe atomique, c'est dire les pouvoirs surhumains que peut avoir Akira. Et dans cette course effrénée contre la destruction du monde, on va donc retrouver Kaneda, ainsi que plein d'autres personnes. Il va y avoir quelqu'un qui vient de l'armée, quelqu'un qui est plutôt dans une espèce de secte religieuse, qui tous ont des raisons de vouloir à nouveau capturer Akira. Voilà, je pense que c'est le résumé le plus accessible qu'on puisse faire de l'œuvre, tellement elle brasse de dark scénaristique. Non mais c'était bien. Est-ce que Akira est trop foisonnant? Philippe Bunel? Non, justement, c'est une œuvre somme. Quand le film arrive en 88, c'est un petit peu une sorte de manifeste de contre-culture. C'est ça qui est bien, c'est que ça représente, en plus en pleine bulle économique, l'apogée du cyberpunk. Ça brasse tellement de thèmes, comme Mathieu vient de le dire, que oui, ça peut faire tourner la tête. Mais c'est ça qui est assez impressionnant, parce qu'il y a des doubles lectures
à rebond. Et dans le manga, qui est beaucoup plus long et qui justement a une histoire qui se développe beaucoup plus. Et des personnages qui évoluent énormément. Et exactement, parce que le film s'arrête à un moment où justement c'est un second souffle dans le manga, où voilà, il y a l'arrivée d'Akira comme le nouveau messie dans ce monde dystopique, comme on disait tout à l'heure. Voilà, donc c'est un second souffle même du coup dans l'histoire. Et d'ailleurs, il faut préciser que Akira, même si c'est un nom qui claque pour des occidentaux, c'est un prénom qu'on retrouve très 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 souvent au Japon. Et grosso modo, si on avait fait l'équivalent en France, c'est comme si la BD s'appelait Michel. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans Akira, ou Claude, parce que Akira est vraiment mixte. Donc Michel, il faudra rajouter un LE. D'accord. Voilà, Claude, au moins. Claude, c'est parfait. Avec quand même une petite nuance. C'est Akira peut aussi au Japon être un nom commun qui a son propre sinogramme qui signifie clairvoyant quand même. Donc esprit extrêmement lucide. Alors en même temps, Otomo l'écrit toujours en katakana, c'est-à-dire avec un alphabet syllabaire qui empêche d'aller chercher l'étymologie du mot. Donc il laisse des choses en suspens comme ça, et c'est d'ailleurs vrai pour tout le récit. C'est, je crois, ce qui en fait une de ses grandes forces, c'est que il est pas dans la grande tradition du manga d'après-guerre, il est pas manichéen. Il y a pas il refuse d'apporter des points finaux à tout un tas de questions qui sont posées tout au long du récit. Et le prénom fait partie effectivement de ces mystères, parce que la créature d'Akira, donc l'expérimentation numéro 28 est un mystère. C'est un mystère. Jusqu'au bout. C'est un enfant qui ne parle pas, qui a toujours l'air neutre. Et en fait, il agit un petit peu comme une sorte de test de Rorschach sur tous les gens qui l'entourent. C'est-à-dire que Akira, on y trouve ce qu'on a envie d'y apporter. L'armée, y voit un intérêt stratégique militaire immédiat. Les religieux, y voient un nouveau messie. Les rebelles, y voient une source de pouvoir différente, apte à renverser la société pour créer un nouvel ordre. Et c'est vraiment en fait l'idée de l'exploitation de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La projection des fantasmes du Japon de l'après-guerre jusqu'aux années 80, c'est clairement ça. Ouais. Et alors là, vous n'avez pas idée à quel point vous touchez juste, parce qu'il y a aussi une clé de compréhension que les Français n'avaient pas par rapport aux Japonais en découvrant le manga. C'est que donc, comme on expliquait en début d'émission, Otomo il s'est fait un plaisir de faire de la science-fiction pour adultes, mais à chaque fois il a rendu hommage aux maîtres de la science-fiction qui faisaient des œuvres tout public. Donc dans Fireball, son premier manga très court qu'on a cité, on voit des humains qui se battent dans une ville contre l'intelligence artificielle qui dirige la ville. Donc on a déjà ce côté un peu de rébellion. L'intelligence artificielle s'appelle Atom, en hommage à Tetsuan Atom, Astro le petit robot d'Osamu Tezuka. Puis dans Domu, l'héroïne s'appelle Etsuko, souvent Etchan, c'est en référence à un manga qui s'appelle Sarutobi Etchan d'Ishinomori. Et pour créer Akira, il s'est inspiré d'un manga qui s'appelle Tetsujin Niju Hachigo. Alors Tetsujin 28 Go, l'homme de métal, le numéro 28, qui est un manga de Mitsuteru Yokoyama des années 50. C'est un mythe au Japon comme manga. Il y a une statue gigantesque qui est en son hommage. Et le pitch, c'est que durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un professeur qui a développé des armes de combat, des robots géants. 10 ans plus tard, le numéro 26 et le numéro 27 sont tombés aux armes de l'ennemi, et c'est son fils qui s'appelle Shotaro Kaneda qui va récupérer le numéro 28 qui s'appelle donc le Tetsujin, et en pilotant ce robot géant, c'est rigolo parce qu'en grande époque avec une télécommande, il va éviter que de nouvelles catastrophes se réalisent. Et on retrouve tout ça dans Akira avec, on remplace Tetsuo par Tetsujin, Tetsujin par Tetsuo. On a vraiment cet esprit de post-apocalyptique, juste après la guerre, la bombe atomique, une arme super importante qui a été développée à cause de ça. Tout y est, si ce n'est que Otomo après prend des thématiques particulièrement adultes. Et alors là, on a tout ce qu'on veut lire. La drogue, le mysticisme, et j'en passe. Et en termes de traitement des personnages, alors c'est un petit peu mamarotte, mais les personnages féminins dans Akira sont très bien servis. On a énormément de femmes fortes, bien plus mûres que les garçons qui nous présentent. Sauf dans l'animé. C'est un petit peu escamoté, ça. Oui. Alors ouais, tu as Kei quand même. Ce n'est pas un faire-valoir. Elle secoue quand même Kaneda. Elle est, voilà, c'est quand même un personnage où les femmes peuvent se retrouver, et puis même qui a un vrai potentiel scénaristique en fait. Par contre, oui, le film coupe court sur plein d'arcs scénaristiques, du coup on peut pas s'attarder sur tous les personnages. Mais par exemple, le personnage de Lady Miyako est très intéressant parce que c'est la chef de la secte, et elle n'est que paix, amour et bonne volonté. Vraiment, on sent que à la base elle cherche la paix,
Mais s'il faut sacrifier 3 personnes Elle pour le hésitera bonheur pas. de 3 millions, eh ben, elle sacrifiera les 3 personnes, mais elle les enverra comme ça directement à l'abattoir sans problème. Donc c'est très intéressant. C'est ambivalent, Il y a jamais de manichéisme dans Akira. Il y a toujours personne n'est blanc, personne n'est noir. Hein. Il y a toujours quelqu'un, une petite teinte. Même Tetsuo, il est. Eh ben toi, on peut dire que tu nous as foutu la trouille. On te croyait encore perdu quelque part en train d'appeler au secours. Kaneda, nous ne sommes plus à l'école maintenant. Depuis que je suis tout petit, tu m'as toujours traité comme un gosse. Tu me dis toujours ce qu'il faut que je fasse. Tu m'as fait passer pour un minus aux yeux des autres. Et maintenant, tu es le roi de la montagne, hein? Mais c'est des conneries. Kaneda! Bon, très bien, réglons ça une bonne fois pour toutes. On reconnaît bien là la rage de l'animé Akira, qui était une claque à l'époque et qui est encore une claque aujourd'hui parce que on peut le revoir. Moi, je l'ai revu cette semaine pour préparer l'émission. Il n'a pas pris une ride, Samuel Kaczorowski. Oui, c'est de par son caractère innovant, c'est une fiction qui s'est vraiment imposée avec beaucoup de, enfin d'ailleurs c'est par le film d'animation qu'ensuite on a ouvert la voie au manga Akira, mais aussi à tout un tas de mangas. C'est-à-dire que concrètement, avant l'arrivée d'Akira en Europe, donc en 1988, on a 7 mangas qui ont été importés. Cette tentative avait laissé finalement assez peu transformé. Après Akira, dans les 2 années qui suivent, on a 13 nouveaux mangas, dont 12 sont d'Otomo. Donc Otomo devient une espèce de passeport, d'ambassadeur pour l'ensemble de l'animé japonais, et surtout il redore le blason de l'animé japonais qui était pour l'instant, jusque-là en tout cas, plutôt décrié. Enfin, vous en avez parlé il y a une dizaine de jours à propos de Senseiya, etc. On le connaissait à travers La Petite Lucarne, quoi, la télévision, avec une animation limitée, etc. Et là, on voit une animation somptuaire, d'une sophistication jamais vue, quoi, inédite. Et d'ailleurs, il y a un petit fait notable, c'est qu'on imagine souvent que c'est la France qui est allée chercher comme ça des mangas à l'étranger. Autant pour l'animation, c'est vrai que énormément de séries sont arrivées sur nos chaînes, mais pour ce qui est des mangas, ce sont les États-Unis qui ont fait découvrir en premier les mangas, parce que Jean Giraud a parlé au directeur de Glénat de l'importance qu'avait Katsuhiro Otomo au Japon, et on a d'abord fait importer des mangas colorisés et traduits en langue anglaise. Donc en fait, les mangas de papier sont arrivés par le biais des États-Unis. Et c'est même historiquement vrai, même 30 ans plus tôt, quoi. C'est-à-dire que au niveau des animés, ça s'est aussi produit dans ce sens-là bien souvent. Il a fallu souvent d'abord exporter certains animés aux États-Unis pour que en Europe on se dise si ça marche en dehors du Japon, on devrait peut-être tenter le coup. Bah, l'animé pour lequel c'est le plus frappant, c'est Robotech, Macross en japonais, qui avait même été fusionné avec une série américaine pour en faire c'était 2 séries japonaises. Voilà. Ça faisait 3 séries indépendantes, mais finalement ils ont tout mis ensemble en se disant c'est la même œuvre, et puis nous on va tout reconfigurer les noms et tout ça, et c'est la nôtre. Mais, ok. Par rapport à la sortie occidentale d'Akira, pour ce qui est des États-Unis, Otomo avait accepté le choix de la personne qui était aux couleurs, parce que cette personne lui avait fait, écoutez, moi ce que j'ai envie de faire avec Akira, c'est de faire la colorisation par ordinateur. Et là, je rappelle, on est dans les années 80, Photoshop est sorti en 90, ça n'existait même pas à l'époque, et Otomo a trouvé que le pari était justement suffisamment culotté et allait totalement dans son esprit anticonventionnel pour accepter cette colorisation. Et dans un deuxième temps, ce qui est très très rigolo par rapport à Akira en France, c'est qu'à la base, Glénat, quand il est parti au Japon, Jacques Glénat, donc l'éditeur d'Akira en français, il est parti au Japon pour vendre de la bande dessinée. Donc c'est imaginer qu'un Japonais vienne dans le Bordelais pour faire vous savez pas quoi, je fais du vin dans mon petit lopin de terre, vous voulez pas acheter des bouteilles?
Donc là, il a découvert que, ah ouais, non, en fait, le manga, ils en font partout. Est-ce que je pourrais pas en ramener? Et s'il a porté son dévolu sur Akira, c'est parce que c'est un des mangas où on sent que, à cause de des influences occidentales qu'a Otomo, le découpage est très proche d'une bande dessinée franco-belge, avec des cases très rectangulaires. On est bien sur du 90 degrés, c'est perpendiculaire. Il n'y a pas les cases trapézoïdales qu'on peut trouver dans les mangas d'action. Et du coup, le lecteur français, il y avait déjà au moins ça, il était dans sa zone de confort encore par rapport au découpage. On n'était pas tout de suite passé à des trucs un peu foufou comme puis il y avait des références pour les trames, il s'était inspiré de Gustave Doré, voilà, ses traits, ses lignes de vitesse, donc il y avait vraiment quelque chose de très européen. Voilà. C'était pas fait du tout pour être exporté, ces influences, mais c'est ce qui plaisait à Otomo, c'est ce qu'il voulait retranscrire dans son style, et du coup ça a facilité l'exportation et l'appréhension par un public occidental. C'est l'énorme paradoxe Akira, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est parce que ça ressemble à de la BD franco-belge qu'on a importé, et en l'important, le public découvre le manga, quoi. Donc c'est la technique du cheval de Troie. C'est ça. Oui, et c'est très marquant parce que dans mon ouvrage Histoire du manga moderne, il y a des éditeurs qui témoignent, notamment Karim Talbi d'Issan Manga, que je salue au passage, et qui dit c'est quand même dingue parce que Akira, c'est par ça que c'est arrivé le manga en France. Et si aujourd'hui tu vas voir un éditeur en disant j'ai une super histoire, ça parle de drogue, de pouvoir psychique et de fin du monde, l'éditeur va te faire mais non, moi je veux un super héros, ça marchera jamais. Et donc Akira est vraiment un paradoxe tout le temps, peu importe l'angle par lequel on prend cette œuvre, c'est toujours un paradoxe. Et par rapport à ce que tu disais sur les couleurs, moi ce que je trouve vraiment étonnant, c'est que même si l'ordinateur est à cette époque-là à un stade expérimental, c'est quand même extrêmement maîtrisé. C'est-à-dire j'ai en tête un plan où on voit donc le sujet d'expérimentation numéro 26, donc le petit garçon vieillard que Tetsuo évite en moto au début du film, qui avec une caméra qui fait un 180 degrés, où toutes les couleurs environnantes passent d'une dominante rouge à une dominante bleue. Puisque dominante rouge, donc il y a la fin de l'explosion, une dominante bleue parce qu'il y a l'armée qui vient chercher le petit garçon, etc. Et ça pendant un travelling, quoi. C'est-à-dire pendant un mouvement de caméra qui déjà à la base en animation est le travail le plus compliqué à réaliser. Et on ajoute à cette scène-là un dégradé de couleurs pour tout ce qu'on voit dans le champ, c'est-à-dire que toutes les couleurs de tous les objets changent, photogramme par photogramme, c'est-à-dire au 24e de seconde près. Et ça aurait absolument pas été possible sans justement ces nouveaux outils que sont des trucages analogiques et informatiques. Alors, chers invités, une dernière question très rapide. Est-ce qu'il y a un héritier à l'esprit Akira dans le manga ou l'animation japonaise actuellement? Quelle bonne question. Il y a des héritiers, oui, mais chacun a pris une part d'Akira. On trouvera aucune œuvre avec une telle densité de thèmes que Akira à l'heure actuelle. Mais par exemple, si on prend Masamune Shirow avec Ghost in the Shell, c'est un droit héritier dans la ligne cyberpunk, mais c'est pas aussi riche. On va s'arrêter là-dessus. Voilà, découvrez aussi Masamune Shirow. Merci Philippe Bunel, merci Mathieu Pignon, merci Samuel Kazorowski. Cette émission touche à sa fin. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Enfuyons-nous quelque part, toi et moi, Kao. Mais où veux-tu qu'on aille? N'importe où. Le plus loin sera le mieux.